Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Je suis ravie d'accueillir Aline Bousquet dans ce nouvel épisode. Aline est une experte en marketing et trade marketing business to business. Nous allons aborder ensemble l'évolution du marketing et notamment l'impact du digital sur son secteur. Nous allons également parler de son implication dans la transformation digitale de son entreprise, de la nécessité d'engager les équipes dirigeantes et des enjeux autour de l'accompagnement de la force de vente dans ce changement majeur. Aline nous partagera également son vif intérêt pour l'expérience client qu'elle a notamment pu approfondir dans sa thèse dans le cadre du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Bonjour Aline. Oui, bonjour Claire. Je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Inside Digital Revolution, version alumni du MBA DMB de l'EFAP. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui nous écoutent ? Je m'appelle Aline Bousquet, je travaille dans la communication, j'ai envie de dire depuis toujours. J'ai d'abord commencé en agence de communication dans la région toulousaine, puis en distribution qu'on appelle la distribution professionnelle spécialisée, donc par l'enseigne Clim Plus, qui maintenant fait partie du groupe Saint-Gobain. D'accord. Et depuis presque 10 ans, je travaille chez Ariston Thermogroup, qui est un fabricant d'appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Voilà, et je suis la responsable communication et trade marketing donc des marques Ariston et Chafoto pour la France. Et donc, en quoi consiste ton poste chez Ariston ? Alors, mon poste chez Ariston, il est composé de missions très variées, mais de façon synthétique. Je dirais que je manage d'abord une équipe de 3 personnes. Que je conçois la stratégie de communication omnicanal B2B et B2B2C des marques Ariston et Chafoto. Et qu'après, une fois que cette stratégie de communication et son budget est validé, je les adapte en plan d'action. Et avec mon équipe, je déroule ces plans d'action de façon à la déployer auprès de toutes les cibles, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. D'accord. Notre objectif étant d'attirer, de convertir et de fidéliser nos clients professionnels en utilisant tous les leviers qui sont à notre disposition pour le moment. Oui, parce que toi, tu travailles surtout en marketing B2B finalement, où l'expérience client, elle est différente de celle du marketing B2C, business to consumer. Comment tu intègres ces différences d'expérience client dans ton métier, dans ton poste ? Alors c'est vrai que pour moi, il y a des différences, mais il y a des différences qui sont plutôt sur la forme. Parce que dans le fond, quand on s'intéresse à l'expérience client, c'est avant tout de susciter une émotion qui va faire que le client, il va avoir envie de s'engager et il va envie de rester fidèle à la marque. Donc ça, c'est le fond qui est identique, qu'on soit en B2B ou en B2B2C. Maintenant, c'est vrai que c'est différent sur la forme parce qu'en B2B, on s'adresse pas, j'ai envie de dire, à un immeuble de verre où tout le monde est pareil. On est multi-interlocuteurs et au sein d'une même société, on va devoir s'intéresser et parler et adapter les contenus à différentes cibles. Par exemple, quand on s'adresse à nos distributeurs, on doit pouvoir intéresser le responsable marketing, on doit pouvoir intéresser le responsable marketing de l'offre, le responsable achat, on doit pouvoir intéresser les vendeurs comptoirs, les chefs d'agence en point de vente, etc. Donc les cibles au sein d'une même société sont multiples en B2B. Et c'est ça qui fait la différence en termes d'expérience client. Oui, donc en fait, tu as une multiplicité de points de contact avec, je dirais, ton client. Et quand on dit ton client, finalement, à l'intérieur, ça recouvre beaucoup de dimensions clients qui font finalement un seul et même distributeur. C'est ça. Exact. Ok, très clair. Et du coup, donc tu as remis à plat toute l'expérience client au sein du groupe Ariston, ce qui t'a permis d'optimiser votre stratégie digitale. Comment tu as fait ça ? Comment vous avez procédé ?
Alors, la première mission, c'est de faire entendre, la voix du client, et le mieux, c'est de la faire entendre au niveau du codir. Mmh. Voilà, ça, c'est un petit peu difficile parce que Ariston est un groupe italien et le marché France, est directement, touché par les guidelines du groupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord décidé de porter cette voix du client, au niveau du service, donc du service marketing. Donc là où ma sphère d'influence, elle est, optimale et on a une opportunité, d'être en mode test and learn, au niveau de la stratégie digitale d'Ariston, parce qu'on avait un enjeu de lancement de produits pour augmenter le portefeuille des produits, qui étaient, vendus, en France par la marque Ariston. Et donc, on a décidé, pour remplir ces objectifs de s'engager dans la voie d'une stratégie d'inbound marketing, auprès des installateurs. D'accord. Et donc, la première étape, ça a été de, travailler avec un prestataire extérieur qui nous a aidés à, concevoir, nos personas, donc à étudier les différentes typologies, de nos clients avec, leurs habitudes, leurs freins, leurs sources de comment dire? D'informations, Oui. leurs attentes, vis-à-vis d'un industriel comme nous. Et une fois qu'on a défini tous ces personas, il a fallu en choisir, certains plus prioritaires que d'autres. Et la phase 2, c'est, de s'intéresser à tous les parcours clients, donc tous les parcours que vont rencontrer, ces personas, au travers de nos outils et donc de s'intéresser plutôt à tout ce qu'on appelle les pain points, c'est-à-dire les points de friction, les points de calage, de blocage et cetera, de façon à y remédier et à améliorer le parcours client. D'accord, très clair. Donc au final, il y a, je dirais 2 éléments, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais la partie, je dirais opérationnelle, vous comprendre qui étaient vos clients, leur parcours d'achat et mettre en place votre stratégie digitale, et de l'autre côté, finalement une partie transformation digitale, mais plus pédagogie et force de conviction, puisqu'il a fallu que tu arrives à convaincre ta hiérarchie et finalement un groupe, italien qu'il fallait faire différemment et changer. Oui, alors, changer sur le périmètre France, Bien hein. sûr, oui, oui. Voilà, Chaque chose en mais son temps. effectivement oui, chaque chose en son temps. Mais effectivement, on le groupe m'a fait confiance pour mettre en place cette stratégie et d'ailleurs on commence à la elle est pas encore très visible, de nos clients installateurs parce que, mettre en place une stratégie d'inbound marketing, ça prend du temps si on veut le faire bien. Et donc là, après la phase persona, la phase, parcours client, on en est à la phase, 3 qui est de redéfinir la stratégie, digitale et la phase 4 qui est de concevoir des contenus, qui vont, intéresser ces clients et qui vont, être susceptibles de les amener à s'intéresser à la marque et à nos produits et donc à passer du stade d'inconnu à prospect et puis à client et puis à client fidèle. D'accord. Et du coup, là, tu parles de stratégie d'inbound marketing. Alors, c'est vrai qu'on a des personnes qui nous écoutent qui sont des habitués du digital et d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce que tu entends par inbound marketing? L'inbound marketing pour employer une image, simple, c'est le pêcheur. Il y a le pêcheur et il y a le chasseur. C'est l'image que l'agence qui nous accompagne, emploie souvent, c'est pour ça que je l'aime bien. L'inbound marketing, c'est quand on ne connaît pas sa cible, on ne la connaît pas bien, on ne sait pas comment la toucher et au travers du digital, on va aller, diffuser des contenus, qui sont, vraiment susceptibles d'intéresser et de répondre à des problématiques de ces fameux personas, donc de cette cible, mais on ne les connaît pas au sens où on n'a pas leur adresse, on n'a pas leur mail et cetera et donc l'idée, c'est de diffuser sur le blog ou sur les réseaux sociaux et cetera, un certain nombre de contenus Mmh. qui va faire que, cette cible va s'intéresser à la marque et va susciter des actions. Donc peut-être télécharger un livre blanc ou, s'inscrire à une newsletter sur le site internet ou s'abonner à notre page LinkedIn, par exemple et donc nous, on va récupérer, ce qu'on appelle, le leads, non qualifié, c'est-à-dire au moins un mail
D'accord. et on va commencer à rentrer en interaction, avec ce professionnel, avec ce lead, et on va, examiner et on va scorer toutes les interactions qu'il va avoir sur notre site internet ou alors au travers de nos newsletters, au travers de nos outils pro et cetera. Et puis à un moment donné, quand, ce lead, on va pouvoir le qualifier et ce qu'on appelle le scorer, on va juger qu'à un moment donné, qu'il est suffisamment, mûr, qu'on a suffisamment d'informations sur son intérêt par rapport à la marque ou à une gamme de produits pour le passer à notre force de vente. Et là, notre force de vente, elle rentre dans une démarche classique de, rentrer en contact téléphonique ou et présentiel avec ce prospect. Très clair. Donc en fait, tu es une pêcheuse professionnelle maintenant. C'est ça. Super. Donc tu nous parles justement des équipes de vente que tu accompagnes, également. En quoi le digital est un levier d'efficacité pour eux? Alors c'est une très, très bonne question parce que, c'est vrai que dans le monde, du bâtiment, dans le monde du B2B, le accompagner le changement, c'est quelque chose de très, très long. C'est vrai que notre force de vente, elle est pas très habituée, à manier du digital. Je pense que, il y a aussi, beaucoup d'idées reçues, quant au fait que les installateurs sont plus papier que digitaux. Je pense que tout ça est en train de changer, mais que c'est long. Et donc, il faut, les accompagner en essayant de trouver des quick wins, donc en essayant de leur offrir des outils, vraiment adaptés, aux attentes des professionnels, pour qu'ils aient à cœur de les présenter aux professionnels, que les professionnels les adaptent et qu'il y ait un retour, positif. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est vrai aussi qu'en interne, j'essaye de travailler avec ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc au moins, un commercial par direction régionale, qui a manifesté une appétence par rapport au digital et avec lesquels on va travailler en amont sur tous les projets et qui va être un peu le porte-parole, des actions communes qu'on mène, auprès de ses petits camarades. Ouais, donc là aussi, tu as vraiment une approche de gestion du changement avec, ces fameux ambassadeurs, de pédagogie, d'accompagnement. Il y a aussi, vraiment tout ce process-là de transformation digitale qui est je dirais un travail de longue haleine et très, voilà, d'influence, mais aussi de pédagogie et de travail en équipe, au sein de tes responsabilités. Oui, 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 parce que personne n'aime le changement, C'est vrai. personne n'aime changer, le digital, quand c'est, nous on s'en rend pas compte parce qu'on baigne dedans, c'est notre quotidien, mais c'est pas forcément le quotidien, d'un commercial et il faut répéter, répéter et convaincre et c'est forcément assez long. Donc toi, tu fais partie de la promotion, 2019-2020 du MBA DMB de l'EFAP. Pourquoi tu avais choisi de suivre à l'époque, cette formation? Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée au milieu du chemin après 20 ans de travail dans la communication. Mmh. Bon, un petit peu avant, j'avais senti le besoin de faire une, formation en marketing digital, mais j'arrivais pas à savoir, s'il fallait que je suive une formation un petit peu one shot, sur, une thématique précise ou si, au contraire, fallait que je me lance dans une formation un petit peu plus longue et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences D'accord. et grâce à ce bilan de compétences, j'ai compris qu'il fallait que je me lance dans une formation, certifiante qui allait me donner une acculturation, du digital à 360 et c'est ce que propose le MBA, le MBA DMB de l'EFAP. C'est vraiment un accompagnement à 360 de tout ce qui se fait dans le digital actuellement et qui permet aussi de faire des liens entre certaines disciplines, des liens avec, le commerce, des liens avec, comment on manage un site web, le contenu, les blogs, le SEO, la réalité virtuelle et cetera. Donc c'est vraiment une formation, hyper complète à ce niveau-là. Bah, en tout cas, après, 20 ans d'expérience, professionnelle, de revenir sur les bancs de l'école, de s'ouvrir à ce type de sujet qui est pas forcément, nos sujets de prédilection au départ, c'est là aussi quand même faire preuve, je dirais d'une capacité à s'adapter, à changer, à se remettre en question. C'est une belle, preuve, comme ça d'adaptabilité, je dirais, de repartir sur les bancs de l'école. Est-ce que, à l'époque, donc tu as écrit une thèse et si oui, sur quel sujet?
Ah oui, c'est un passage obligé, hein, pour avoir le MBA DMB, on en a tous souffert, hein, j'ai envie de dire. Alors oui, moi, le sujet de ma thèse, il s'est imposé à moi et le titre, c'était, «Comment le digital peut donner envie à un industriel du bâtiment de réenchanter le parcours de ses clients professionnels pour augmenter sa rentabilité». Donc en fait, quand il s'agit de choisir le sujet de la thèse, je ne me voyais pas faire une thèse sur la communication digitale, parce que bon, il y avait quand même, le sujet avait été amplement traité. Et c'est vrai qu'au travers de ce MBA et au travers des webinars que je commençais à suivre et cetera, l'expérience client était un sujet qui a émergé, petit à petit. Oui. Et j'ai commencé à m'y intéresser et du coup, c'est devenu un sujet évident à traiter pour moi. Alors c'était un double challenge parce qu'il y avait, écrire sur le marketing digital. Bon, après la formation, du MBA DMB, je m'y connaissais un peu, mais par contre, l'expérience client, j'y connaissais pratiquement rien. Donc il a vraiment fallu que je lise, que j'écoute, que je contacte des professionnels, du secteur et ça, c'était une partie qui était vraiment intéressante. Je crois d'ailleurs que tu as écrit enfin en tout cas retranscrit un certain nombre d'interviews sur l'expérience client qui sont, je crois, disponibles sur ton profil LinkedIn, c'est ça? Et qui sont super intéressants? J'ai pas forcément retranscrit des interviews, mais j'ai transformé ma thèse qui était un peu énorme en termes de pagination. Je l'ai transformée en 2 livres blancs et effectivement, il y a des extraits des échanges que j'ai eus avec certains experts, oui. Donc on peut toujours, là, si quelqu'un veut se renseigner sur l'expérience client et l'expérience client en B2B, c'est toujours accessible, ou alors il peut t'écrire pour te demander ces livres blancs. Oui, oui, mais c'est accessible, à tous sur mon profil LinkedIn. Je partage avec joie, mes conclusions. Super. Bon, bah ça, c'est top. Quels sont, selon toi, les bénéfices que peut tirer une entreprise B2B dans la compréhension et dans l'amélioration de l'expérience client? Alors moi, je pense que le bénéfice produit, c'est le bénéfice premier, pardon, et c'est pour ça que c'est une évidence, c'est que s'intéresser à l'expérience client et donc générer de l'émotion auprès de sa cible, auprès de ses clients, qui va engager un lien durable et qui va engager une fidélisation à la marque, ça permet à n'importe quelle entreprise de s'extraire du discours prix. Et D'accord. ça, quand on est un industriel ou un fabricant d'appareils, moi je vois dans le secteur du chauffage, les technologies, elles sont abouties. Les produits se ressemblent de plus en plus. Les innovations sont à la marge et du coup, eh bien, c'est facile pour un installateur ou pour un particulier de challenger le prix d'une chaudière ou le prix d'une pompe à chaleur parce que leurs performances sont assez similaires. Et donc, à partir du moment où une entreprise elle commence à s'intéresser à l'expérience qu'elle fait vivre à ses clients et donc elle va s'intéresser à comment mes clients me contactent, est-ce que j'ai une bonne réponse en termes de SAV, est-ce que j'ai un bon programme de fidélisation, est-ce que j'offre un parcours client vraiment sans friction, eh bien, ça va générer de la fidélisation à la marque et les clients, entre guillemets, vont moins s'attacher au prix. L'enjeu, c'est vraiment, pour résumer, je dirais que l'enjeu, c'est passer d'un stade de fournisseur à un stade de partenaire. Il y a une vraie relation qui se crée de long terme avec ses clients, de transmettre une vraie valeur ajoutée et pas uniquement de transmettre un produit, mais tout l'univers de la marque, que ça soit en termes de service, d'image et de contenu et d'accompagnement. Exactement. Et c'est vrai que, autant on n'hésite pas à se séparer d'un fournisseur quand on est mécontent de lui, autant un partenaire qui implique une vraie relation à long terme, une relation de confiance, il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir un mécontentement, mais ça ne va pas forcément remettre en cause la relation qu'on a établie avec lui. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, pendant le confinement, pendant le covid. Mmh. Il y a quand même beaucoup de consommateurs qui ont, entre guillemets, «pardonné» certaines défaillances de leur marque préférée parce qu'on vivait une situation exceptionnelle. C'est vraiment crucial au même titre qu'une entreprise B2C et c'est finalement le même principe et le même fonctionnement. Mmh.
Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune diplômée qui voudrait, travailler sur ton périmètre ou même, un ou une alumni qui voudrait se reconvertir, sur ton secteur? Alors l'avantage de l'expérience client, c'est que, c'est une discipline qui est assez récente. Mmh. Donc qui dit discipline récente dit, peu de formation, hein. Il y en a certaines, mais elles sont pas forcément, très connues des recruteurs et du coup, il y a peu de concurrence. Il y a peu d'offres, hein, c'est sûr, il y a peu d'offres d'emploi, mais du coup, quand, il y a une offre d'emploi qui sort, il y a peu de concurrence. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je regarde le marché de l'emploi au niveau de l'expérience client, et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent, d'entreprises B2B ou B2C, parce que je vois beaucoup d'offres de stages, ou je vois beaucoup d'offres de contrats en alternance, là où quand j'ai commencé ma thèse il y a un an, il n'y en avait pas. Ouais, donc c'est quand même plutôt intéressant en termes de débouchés et c'est quelque chose à surveiller et à s'intéresser de près, parce que c'est passionnant et finalement, c'est ce qui va faire l'avenir des marques, d'être capable d'identifier et de maîtriser l'expérience client pour pouvoir, fidéliser, ces fameux clients, quoi. Exactement. Et puis ça rejoint, ça rejoint beaucoup de, comment dire, de disciplines, liées au digital, hein. On peut avoir suivi des formations en growth hacking, en UX design, en US thinking, en conception de site web. L'expérience client, ça touche beaucoup de disciplines, et donc on peut aussi choisir d'en explorer une plus que l'autre, de façon à avoir une vision, omnicanale de l'expérience client. Oui, puis finalement, ce que tu disais aussi précédemment, c'est que tu es un petit peu multicasquette, c'est-à-dire qu'à la fois, tu fais du marketing digital, de la communication, de la stratégie, du déploiement opérationnel, mais tu as aussi de l'accompagnement au changement, du management, de la force de conviction. Donc, faut quand même être assez, je dirais, multitâche, multicasquette et assez autonome quand même. Oui, c'est vrai, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, et puis, l'expérience client, ça reste du bon sens, hein. Pour finir, quel est, selon toi le sujet du moment, que ça soit pour toi, pour Ariston ou même pour, l'univers, du bâtiment ou l'expérience client? Alors pour moi, les enjeux, au niveau de mon travail, et tout du moins du secteur du bâtiment et du secteur du chauffage, on a une nouvelle réglementation, thermique, qui concerne la construction dans le neuf, qui va démarrer l'année prochaine, et qui s'appelle, la RE 2020. Donc ça va être un gros enjeu de transformation, aussi du secteur. Et puis à titre personnel, moi j'aimerais continuer à me former, parce que si j'ai bien retenu, quelque chose d'important dans les MBA, c'est qu'on acquiert des compétences, en digital pour une durée très, très courte. Et donc j'aimerais me former soit au growth hacking, soit, à l'UX thinking. Voilà, j'hésite encore, mais en tout cas j'ai envie de continuer à apprendre. Bah, ça, c'est super. Bah, écoute, un grand merci, Aline, pour cet, échange sur ton parcours et puis, sur tout ce qui est, l'expérience client. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis, à bientôt. Merci Claire, à bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.